contraire, il y a une vulve, c'est une petite fille. Alors sans oublier qu'il existe les personnes intersexes effectivement et que là c'est encore plus complexe et que ça, donne suite à des, violences puisque les médecins veulent absolument mettre les gens dans des cases absolument binaires. Mais bon, du coup ça c'est peut-être un autre sujet à développer, par la suite. Donc quand on est trans, c'est qu'on n'est pas d'accord avec, le genre que les médecins, en gros ont désigné, pour nous à la naissance. Alors que cis, par exemple, le médecin a dit: «Ah tiens, tu as un pénis, tu es un garçon». En grandissant, tu te dis: «Ah ouais, je suis bien en tant que garçon, donc tu es cisgenre». Et la non-binarité, c'est, un parapluie, en fait, sous lequel on peut retrouver plusieurs identités de genre. Par exemple, moi, tout à l'heure, j'exprimais le fait que je me considère comme femme agenre. Agenre fait partie du parapluie, de la non-binarité. Donc quand tu es agenre, tu es non-binaire, mais quand tu es non-binaire, tu es pas forcément agenre. Dans ces identités non-binaires, il y a aussi, le fait d'être gender fluide, et j'en passe. Donc voilà, de façon succincte. Yes. Est-ce qu'on peut parler du coup de gender fluid? Ouais, alors, je sais pas s'il y a des gens qui peut-être maîtrisent plus le sujet que moi, dans le space, mais en gros, gender fluid, c'est le fait que ton identité de genre peut fluctuer au fil du temps. Ça peut être, au fil de la journée, au fil de la semaine, des mois, des années. Le fait de, à un moment donné, se retrouver davantage dans une identité, plutôt binaire telle que homme-femme, à un moment donné être dans une identité qui est plus neutre, qui est, dans le parapluie de la non-binarité, c'est quelque chose qui est fluctuant, dans le temps. Voilà, bah, c'est enfin comme le nom l'indique, hein, c'est fluide, c'est-à-dire que tu pas forcément, bloqué dans une identité ou quoi que ce soit. Cool. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à ce qui a été évoqué? Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient rajouter des petites choses? Sinon on va passer, aux luttes, si ça vous Alors, va. je vois que Sébastien lève la main aussi, mais moi j'ai un truc à Ouais, ajouter par rapport à, donc il y a gender fluid évidemment et il y a aussi, le mot questioning, qui d'ailleurs fait débat. Beaucoup de personnes disent que le Q de LGBTQIA+, c'est pas forcément queer, c'est aussi questioning et certains disent d'ailleurs c'est les 2 et ça va très bien. Il y a des gens qui, au-delà de sentir leur genre, fluctuer en fonction, sont en questionnement et c'est OK aussi d'être en questionnement et de pas savoir carrément. précisément son identité, quelle est-elle, son identité de genre, son orientation sexuelle, ils sont en questionnement et je trouve que ce terme est intéressant aussi à aborder sur le sigle et sur les mots à utiliser. Non, non, carrément. Seb, vas-y. Oui, non, c'était pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, effectivement, et même pour redonner peut-être la définition du mot queer à la base. Le mot queer, c'est un mot anglais qui signifie bizarre ou étrange. Je pense que c'était une insulte qui visait les personnes homosexuelles ou transgenres en anglais et qui a été, c'est une insulte qui a été réappropriée par les personnes concernées du coup, pour s'identifier comme étrange et comme bizarre. Et donc aujourd'hui, la définition qu'on pourrait lui donner, là, ce serait les personnes dont l'orientation, ça s'applique aussi pour l'orientation sexuelle que pour l'identité de genre. Donc c'est plutôt des personnes dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne correspond pas au modèle dominant hétérosexuel ou cisgenre. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des cases pour tous se définir, on a créé une autre case pour s'affranchir de toutes les autres d'une certaine manière. Cool. Non, non, c'est carrément, carrément. Est-ce qu'on parlerait de l'hétéronormativité? Ne me mettez pas un vent, s'il vous plaît. Je sais pas si je maîtrise assez le sujet pour, l'aborder, mais c'est, notamment, toutes les représentations qu'on peut avoir, par exemple, dans la culture, dans l'art, dans les livres, dans la musique, dans les films, les séries. Le fait que tout est tout le temps représenté par le spectre des relations, hétéronormées, c'est-à-dire que, par défaut, on va dire un couple, en image mentale, la plupart des gens, si tu leur dis, «Ah tiens, un couple vient de se marier», la plupart des gens vont forcément, par défaut, imaginer un homme et une femme cis. Alors que ben non, un couple, c'est pas forcément un homme et une femme cis. Exactement, ouais. Ouais. Oui, alors normativité, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. C'est un terme que j'aime, comment dire? Que j'aime beaucoup utiliser parce que c'est un concept qui est déjà, qui englobe pas mal de définitions et pas mal d'images et pas mal de métaphores. Surtout pour expliquer en fait la société dans laquelle on vit, à savoir une société qui est, forcément patriarcale. L'hétéronormativité, si on pourrait la définir, alors j'ai pas la science infuse et je prétends pas du tout, du coup, définir les mots à la perfection, mais, de ce que je de la manière dont je le perçois, c'est vraiment le moule, dans lequel tu nais,
et tout le déterminisme social qui est forcément du coup hétéronormé parce que c'est un déterminisme qui est basé sur des principes, des concepts, des éléments fondateurs créés dans une société par des hétéros pour des hétéros. Forcément, tu vas intégrer ça, que ce soit explicite ou implicite, tu vas l'intégrer de manière, quoi qu'il arrive, naturelle quand tu nais. Et ce concept d'hétéronormativité, c'est toutes ces règles hétéronormées, toutes ces règles qui te forcent en fait, qui te forcent implicitement ou explicitement à rentrer dans cette espèce de moule par exemple, c'est tout con, hein, un homme, c'est dans l'imaginaire collectif, l'homme, c'est un homme fort, il est musclé, il a une barbe, il est puissant, il est macho. Et la femme, en l'occurrence, elle est beaucoup plus douce. Il y a un côté un peu princesse, il y a un côté un peu, tu vois, même l'aspect féminin. Et tout ça, ce sont des concepts, du coup, hétéronormés. Enfin, après, si jamais je dis des conneries, mais il est possible que j'en dise et je m'en excuse par hésitez absolument pas à réagir. Le but vraiment, c'est qu'on échange. Si jamais vous avez des points à soulever ou quoi que ce soit, voilà. Est-ce que des personnes qui nous écoutent ont des choses à dire par rapport au vocabulaire? Évidemment, on en a oublié beaucoup. Il y en a énormément. Et si jamais vous voulez en rajouter, c'est le moment. Sinon, on va passer aux luttes. Sinon, en attendant juste que des mains se lèvent, pour compléter ta définition de l'hétéronormativité, je pense donc l'hétéronormativité, c'est toutes les règles, comme tu l'as dit, qui peuvent hiérarchiser certaines orientations sexuelles entre elles et qui placent l'hétérosexualité comme supérieure aux autres formes d'orientation sexuelle et qui viennent invisibiliser même les autres minorités sexuelles. À cette hétéronormativité, on peut rajouter l'hétérocis-normativité, qui vient faire des personnes cisgenres la norme dans nos sociétés. Et donc, toutes les personnes trans, les personnes non-binaires et toutes les minorités de genre sont invisibilisées, marginalisées, stigmatisées. Et quand tu parlais de déterminisme social, en fait, même, ça commence dès l'enfance, mais même avant la naissance, quand on est une personne enceinte, on a souvent des questions sur le genre ou le sexe du bébé qu'on attend alors que l'enfant Ouais. n'est pas né. Et en fait, vu que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'a parlé que d'orientation sexuelle et d'identité de genre, il faut aussi parler de caractéristiques sexuelles. Et donc, il y a aussi des personnes qui naissent intersexes. Et donc, les personnes intersexes, c'est des personnes dont les caractéristiques sexuelles correspondent pas aux normes préétablies entre le sexe mâle et femelle, masculin et féminin. Et en fait, si toutes ces variations des caractéristiques sexuelles, donc quand on parle de caractéristiques sexuelles, on parle des caractéristiques génitales, des chromosomes, du taux hormonaux, des gonades. Euh, Toutes ces variations, enfin, le nombre de personnes intersexes, c'est à peu près, on estime, 1,7% de la population. C'est le même pourcentage que le nombre de personnes aux cheveux roux. Et donc, ça veut dire que vous avez croisé autant de personnes qui ont les cheveux roux que de personnes intersexes dans votre vie. Carrément. J'ai invité Lara, parce que Lara avait demandé, je sais pas du tout qui tu es, donc encore une fois, si jamais tu es un troll, enfin, ce que je n'espère pas. Enfin bref, Lara, c'est à toi. Oui, alors non, je ne suis pas un troll, certainement pas. Non, mais tu vois l'inquiétude que j'ai quand on fait alors, des petites choses comme ça. tout simplement, il y en a quelques-uns qui me connaissent, qui ont vu passer. En fait, je suis maman de gay. D'accord. Et je soutiens complètement mon fils, qui a eu son père, en fait, voilà, récemment, enfin, il y a maintenant, ouais, il y aura 2 ans, l'a mis dehors sous prétexte qu'il avait une vie contre nature. Donc, ça m'a beaucoup intéressé d'avoir quelques éléments de vocabulaire. Son père a qualifié ça de contre nature. Ah oui, quand même. Quand même, oui, en le flanquant dehors. Là, je reste poli, hein, Lara. Comment? Je reste évidemment poli, hein, mais j'en pense pas moins. Il est passé au tribunal, il a été condamné. Yes. On attend de délibérer du jugement. Ah, excellent. C'était juste pour vous Bravo à dire vous. ce que je faisais ici, voilà, et que je soutiens forcément mon fils dans ce qui, pour moi, c'était, c'est comme ça. On ne choisit pas. C'est comme, effectivement, c'est ce que je disais à mes enfants. J'ai dit ça, c'est comme les cheveux frisés ou les yeux bleus. C'est comme ça ou c'est pas comme ça, quoi. C'est tout.
et que son père qualifie ça de contre-nature en le flanquant dehors, j'ai trouvé ça tout simplement, bon, le Non, père mais ton c'est fils, ignoble. voilà. Mais j'ai trouvé C'est ça horrible. Un truc, c'était horrible. Voilà. Donc, c'était pour dire ce que je faisais dans cette conversation, c'est pour mieux dialoguer en fait avec mon fils, D'accord. pour ne pas faire de gaffe, sachant que je le soutiens totalement. Mais pour moi, c'est un monde que je découvre, quoi. Enfin, je veux pas faire de gaffe. Non, non, mais il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Voilà, c'était pour expliquer ce que je faisais ici. Merci Merci en tout beaucoup. cas Ouais, d'avoir ouais, pris l'initiative c'est de ce. adorable, Lara. Et Et je suis très content du coup d'entendre ça. Alors, je suis très content d'entendre que le space vous intéresse et justement, on va essayer de faire en sorte de vous donner un peu des éléments. Évidemment, ce que vous avez dit par rapport au père qui dégage son fils parce qu'il est gay me révulse. Benoît, vas-y. Oui, je voulais juste réagir à ce que vient de dire Lara. Merci beaucoup et je pense que l'attitude bonne à avoir, c'est d'abord d'être curieux, d'essayer d'apprendre. Moi, je connais pas tout le vocabulaire non plus. J'apprends au fil et au fur et à mesure des luttes que je mène, etc. Mais je voulais revenir sur les termes contre nature et sur tout cet aspect-là. Souvent aussi, dans le passé, juste pour reprendre l'exemple que vous avez pris sur les personnes qui ont les cheveux bouclés ou les yeux bleus, il y a des gens dans le passé qui considéraient que les gens qui avaient les cheveux roux d'ailleurs, que c'était des sorcières, et les brûlaient, etc. Ça, on connaît les histoires à ce sujet-là, mais aussi les gens qui étaient gauchers, on les forçait à écrire de la main droite, alors qu'on comprend bien que c'est juste une différence, peut-être minoritaire, mais c'est une différence, et que forcer les gens à écrire de la main gauche, bah, c'est un peu de la torture et ça va pas faire avancer les choses. Les personnes arrivent quand même à écrire de la main gauche, à se servir de leur main gauche comme d'une main droite. Quel est le problème? Donc déjà là-dessus, on a plusieurs arguments pour répondre à ça et surtout sur l'aspect contre nature, on le sait, les scientifiques l'ont fait depuis des années, l'homosexualité et les différentes sexualités existent dans la nature, dans les plein d'espèces animales et ça ne gêne personne. Et je dirais même des états contre nature, on le voit par exemple dans la prêtrise, forcer des gens à ne pas avoir de rapports sexuels, d'être dans le célibat, etc., même si c'est leur choix, au fond, c'est contre nature, puisque ça va à l'encontre de la procréation que souvent ces mêmes personnes défendent, et pourtant, ça ne gêne personne. Donc cet argument de contre nature, déjà, il est faux, et en plus de ça, ça ne gêne personne quand ça considère, par exemple, la prêtrise. Yes, mais merci Benoît. Il y a Morgane qui nous a rejoint. Morgane, je te laisse la parole. Morgan, du coup, bonsoir à toutes et à tous. Merci. Non, mais ça se voit pas par écrit. Merci beaucoup pour l'organisation de ce space. Franchement, ça fait du bien, surtout par les temps qui courent. C'est bien de le rappeler. Sur la question de l'hétéronormativité, en fait, je voulais revenir un peu dessus parce que vous avez eu des interventions qui sont d'une grande qualité, mais je pense qu'il y a une des interrogations aussi qu'on doit avoir en tête, c'est la question des conjugalités. Évidemment, dans les milieux queer et tout ça, on interroge un peu plus, on déconstruit un peu plus. Et parce qu'on a été forcé en fait de le faire historiquement, puisqu'on était mis à part, on était comment dire, sorti de la norme en fait. Soit vous rentriez dedans, soit vous en étiez exclu et vous étiez marginalisé. Moi, juste pour vous parler d'où je parle, bon, je me définis comme pansexuel, mais ça c'est presque anecdotique, même si c'est aussi à réfléchir dans notre alphabet LGBTQIA. C'est plus sur la question du polyamour que je voulais aller parce que je pense que l'hétéronormativité, il y a aussi cette question du prince et de la princesse charmante qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi arriver à déconstruire parce que ça reproduit en fait les stéréotypes de l'hétéronormativité. Et en fait, ce qui est très important derrière ça, c'est vraiment de viser l'épanouissement des gens, que ce soit dans le couple ou ailleurs, ou dans n'importe quel format qu'ils auront choisi. Et voilà, je voulais juste qu'on parle un peu de ces questions-là, Mais, quoi, de comment... mais carrément, carrément. Tu fais bien d'en parler, effectivement. Comment Sur on la construit aussi, parce qu'en fait, Ah, on est un peu touché là avec les ouvertures d'adoption GPA dans ouais. certains pays. Là, récemment, Israël a levé l'interdiction pour les hommes Ouais. célibataires et pour les couples homosexuels. Jusqu'à présent, ils étaient exclus. Donc, du coup, en fait, ça reconfigure la famille, le couple, etc.
Exactement, je pense que ça, on pourra en parler dans les luttes. C'est vrai que la vision de la conjugalité aussi est pas forcément encore très bien déconstruite. Là, pareil, pour celles et ceux qui ont absolument rien à voir dans le milieu militant ou dans le milieu LGBT, quand on parle de déconstruction, on fait référence en fait à cette idée de se déconstruire de nos biais. Parce qu'on, forcément, je le répète, on est dans une société qui est par principe en fait hétérosexuelle, conçue par des hétéros pour des hétéros. Et forcément, ça nous crée des biais de pensée, des biais connectifs, qui est sain de déconstruire. Alors, personne ne peut se prétendre 100% déconstruit. Personne ne peut demander à quiconque de se déconstruire aussi vite qu'il s'est déconstruit. Là n'est pas le sujet. Mais voilà, quand on va parler de déconstruction, c'est surtout par rapport à, en fait, à se rendre compte de nos propres biais qui reproduisent en fait des schémas qui sont un peu oppressifs. Là, pareil, on pourra parler de l'oppression, mais des schémas qui sont un peu racistes, des schémas, par exemple, quand on va faire des blagues racistes, alors sans percevoir en fait comment dire, l'oppression que c'est, ou sans percevoir en fait la nature un peu discriminante, négative, et même faire du mal en fait sans s'en rendre compte. Voilà, ça on va beaucoup parler d'oppression ici. Bah, si tu veux parler, ouais, non, mais juste, alors, pour finir du coup sur la conjugalité, effectivement, on a encore cette idée de, c'est un papa, une maman, donc c'est forcément 2 personnes. Alors qu'en fait, bah, là, on se rend compte, et ça, c'est quelque chose que je vois apparaître, de plus en plus. Alors, à un niveau assez faible, hein, mais que je vois apparaître de plus en plus, dans le paysage un peu, c'est la notion de trouble. Voilà, la conjugalité, le fait un couple, c'est forcément, enfin, être à 2, c'est inébranlable. Alors qu'en fait, il y a l'amour est quelque chose, enfin, est un concept tellement large, que par essence, en fait, il peut pas se cantonner à seulement 2 personnes. Maintenant, on demande évidemment à personne d'être forcément, polyamoureux ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le sujet, mais voilà, en fait, c'est juste d'avoir cet esprit d'ouverture, et déjà de bienveillance, parce que ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Quand les gens sont heureux, en fait, pourquoi tu ouvrirais ta gueule pour les faire chier? Tu vois, genre, juste laisse les gens être heureux, quoi. Ils se font absolument pas de mal. Ils font leur vie tranquillou. Ils te demandent absolument que dalle. Genre, juste laisse-les, quoi. Est-ce que d'autres personnes veulent rajouter des choses, ou on passe au sujet des luttes? Bah, du coup, en fait, ça fait un peu point entre les 2, je crois. Je voulais Ouais? pouvoir parler de la déconstruction, Bah, go. parce que, bah, je suis con, j'allais faire des gestes, en fait, je suis en live en même temps, mais pour vous, ça sert à rien. Je vais essayer d'expliquer visuellement, de pouvoir expliciter ça. En gros, ce qu'il y a, c'est que dans la déconstruction, pour moi, il y a un problème au niveau des injonctions, notamment le problème d'injonction à la pureté militante, qui est quelque chose qui me fait sortir, qui me sort par les yeux. En fait, ce qu'il y a, c'est que typiquement, bah, je sais que, même si je suis ultra engagée au niveau militant, alors pour moi, le militantisme est forcément intersectionnel, genre vraiment, je vois pas ça autrement. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que là, aujourd'hui, j'en suis à un certain niveau dans ma déconstruction sur différents sujets, dans mon militantisme. Mais ce qu'il y a, c'est que malgré tout, même en étant concernée par certaines oppressions, ça peut m'arriver d'avoir des propos, des comportements qui sont problématiques. Parce que, en fait, on vit dans une société qui est genre pleine de biais, pleine d'injonctions. En fait, on est né dans une société patriarcale et capitaliste avec tout ce que ça implique. Donc, se défaire de tout ça, c'est très compliqué. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'intra-lutte, il y a des violences, mais vraiment, mais incroyables, de militants qui se tapent sur la gueule. J'ai vécu, assisté à des choses, mais enfin, vraiment, mais d'une violence. Enfin, moi, il y a certains cadres même où j'ai plus peur des personnes qui sont censées être mes adelphes que des oppresseurs par moment. Et cette phrase est vraiment horrible, Non, mais non, malheureusement, c'est le mais cas. carrément. Je te coupe. Est-ce que Enfin, tu peux parler juste 2 secondes d'Adelphes? C'est comme ouais, on bien est sûr, aussi oui, oui, c'est vrai, dans pardon, beaucoup ouais. de délires. Non, Ouais, mais ouais, très bien bien, sûr. on n'en a pas parlé. Et ouais, Adelph, du coup, c'est le neutre pour frères et sœurs. C'est un terme qui est souvent employé dans le militantisme pour dire que on est dans un principe de solidarité, de compassion, d'empathie, de force avec quelqu'un d'autre. Yes, super. Bah, du coup, vas-y, continue ton Et opinion. ouais, et du coup, je disais pour la déconstruction, en fait, ce qu'il y a, c'est que à un certain moment de ma vie, j'étais moins déconstruite qu'aujourd'hui, forcément. Si je regarde en arrière, et que, enfin, il y a des propos ou des schémas de pensée que je pouvais avoir qui aujourd'hui me choqueraient énormément. Et quand je croise des gens sur Internet ou dans la vie, qui peuvent avoir des statuts de pensée
comme cela, en fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, il y a vraiment des choses qui peuvent vraiment nous horrifier. Il faut pas oublier que nous, en fait, pour se déconstruire, on a eu un cheminement en escalier, ça a été progressif. Et ce qu'il y a, c'est que même si c'est très dur, même s'il y a des propos où on a envie de dire, mais vraiment, mais c'est horrible, genre ferme ta, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut être indulgent avec les gens malgré tout parce que, et je sais que c'est dur à encaisser, mais en fait, il faut accepter que les gens, tout comme nous, ont besoin de se déconstruire petit à petit. Tu peux pas attendre de quelqu'un qu'il se déconstruise d'un coup en un claquement de doigts, que ton chemin de déconstruction que toi, tu as pu faire en toute une vie, tu peux pas attendre de la personne en face de toi qu'elle le fasse en une conversation. Et je sais que ça demande de prendre sur soi, que c'est très difficile. Et parfois, quand on est confronté à certains propos, c'est légitime d'être en colère, d'être révolté, d'être triste, d'être traversé par plein d'émotions. Néanmoins, on peut pas demander aux gens d'être déconstruits, genre en une fraction de seconde, alors que nous, ça nous a demandé des années, quoi. Non, c'est ça. Et, enfin, si jamais d'autres personnes veulent réagir, mais juste 2 secondes là-dessus, c'est effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. Et, enfin, et je pense que dire ça, c'est non pas comment dire, se dédouaner des propos qu'on a pu tenir ou quoi que ce soit, mais c'est aussi juste être réel par rapport au travail que ça demande. Et, et je pense qu'à partir du moment où en fait, la personne est bienveillante, et même si elle a des propos maladroits, etc., après effectivement, faut que dans la récurrence, les propos maladroits deviennent de moins en moindres, enfin, soient moindres, mais à partir du moment où la personne veut vraiment bien faire et surtout se déconstruire, je pense que ces gens-là, faut plus les aider que de les tirer vers le bas. Effectivement, la pureté militante, je pense qu'on en parlera, on pourra en parler effectivement un petit moment sur cette idée de militants forcément purs qui en fait font un peu peur à des personnes qui aimeraient en fait s'engager. Ouais. Sébastien, Ouais. Ben? Ouais, mais en fait, c'est ça, en fait, il faut arriver à prendre conscience qu'on a forcément tous et tous des stéréotypes et des préjugés, qu'en grandissant dans des sociétés qui véhiculent des stéréotypes et des préjugés homophobes, racistes, transphobes, sexistes, on intègre forcément plein de choses qu'on va finir par déconstruire avec le temps. Et donc moi, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Lara tout à l'heure, qu'elle voulait pas faire d'erreur, elle voulait pas se tromper, et je pense que ça part effectivement de la bonne intention de ne pas blesser, hein. Mais il faut il faut qu'on arrive à accepter qu'en fait, on peut faire des erreurs, on n'est pas parfait, on est des êtres humains, on peut utiliser les mauvais termes. Il faut juste en prendre conscience. Voilà, on peut s'excuser. On n'est pas, enfin voilà, on n'est pas parfait. Donc il faut arriver aussi à sortir de cette injonction individuelle. Enfin, en fait, c'est la responsabilité de chacun aussi de se former aujourd'hui, d'apprendre. On n'a jamais eu autant accès à des sources d'informations sur les questions, mais c'est aussi une responsabilité collective, c'est une responsabilité de l'État. Je veux dire, toute cette éducation aux questions LGBTI+, ça devrait être quelque chose qui est fait par l'éducation nationale. On devrait lutter contre l'homophobie, la transphobie, enfin, les LGBTI-phobies dès l'éducation, et pour pas justement faire reposer cette déconstruction sur une responsabilité individuelle. C'est vraiment, en tout cas pour moi, une responsabilité avant tout de l'État également. Du coup, Vas-y, Benoît, ouais. ouais. Je voulais, revenir sur, 2 choses, mais, la première, c'est, par rapport, je pense à l'aspect de déconstruction. Vous parlez de déconstruction et dont je sais que beaucoup de personnes ici, savent mais comme on est sur le vocabulaire, ce serait peut-être bien d'expliquer, ce que vous entendez par, déconstruction. Parce que, par exemple, pour des parents, comme les miens qui sont plutôt, traditionnels, qui sont plutôt, conservateurs, je dirais, ma famille en tout cas, et qui n'acceptaient pas du tout mon homosexualité quand j'étais enfant. Pour eux, la déconstruction, ça fait peur. Déconstruire, casser le brainwashing des lobbies LGBT, comme on entend souvent. Du coup, peut-être ce serait bien de préciser et de définir la déconstruction et pourquoi c'est nécessaire de déconstruire et qu'est-ce qu'on déconstruit aussi. Carrément, carrément. Morgane, vas-y. Ouais, juste peut-être pour préciser ce qu'on entend par déconstruction. Morgan, Morgan. Morgan. On va y arriver, comme un gant. Yes. Pour préciser ce qu'on entend par déconstruction, c'est un concept sociologique, la déconstruction, hein, mais l'idée, c'est de conscientiser les privilèges qu'on a dans une société donnée parce qu'on a des caractéristiques données. Moi, par exemple, je suis un homme cisgenre, je suis blanc, donc non racisé.
évidemment que ça va me donner des facilités que d'autres n'auront pas parce qu'ils seront. Enfin, je suis valide aussi, par exemple. On oublie souvent les personnes en situation de handicap dans l'analyse des oppressions. La déconstruction, c'est pas une destruction, c'est surtout une conscientisation de qu'est-ce que j'ai comme privilège dans la société et comment je fais en sorte de les mettre au service de lutter contre les oppressions. Et donc, du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le fait de ne pas exercer soi-même des dominations. On est tous et toutes le dominant de quelqu'un, hein. Une fois que j'ai pris conscience des dominations que je pouvais exercer, j'évite de les exercer. Mais après, je voulais déplacer le problème un peu par rapport à ce que disait Clec sur la question des milieux militants. Effectivement, il y aurait besoin de beaucoup plus de bienveillance pour éviter le réflexe puriste, même si des fois ça nous énerve en fait que les gens soient mal informés ou commettent des maladresses. Sur le terrain des gens qui sont pas du tout politisés, je pense qu'il faut vraiment faire preuve de patience et de pédagogie, ce que disait Sébastien. Je le rejoins complètement sur le fait que ce serait de la responsabilité de l'État de faire ça dès le plus jeune âge. Je pense à l'éducation au consentement, mais l'éducation aussi au LGBT, enfin à la sensibilisation des enfants contre les LGBTQIA-phobies. On avait quand même des arguments au moment du mariage pour tous contre l'adoption à base de ah mais vous imaginez pour les enfants qui auront deux parents de même sexe, ça va être dur dans la cour de récré. Et donc parce qu'il y a une homophobie sociale, en fait on doit interdire l'adoption aux couples homo. Ça n'a pas de sens, c'est prendre le problème à l'envers. Mais voilà, juste pour rassurer sur la déconstruction, promis, ça n'est pas une destruction massive. Non, mais tu as tout à fait raison, Morgan. Tu as tout à fait raison, effectivement. Et même pour les hommes, pardon, déconstruire le patriarcat, ça nous fera du bien. Mais à 200%, hein. On avait une personne qui aurait bien aimé parler intersectionnalité. Ou intersexe. Est-ce que ça vous... Sébastien, tu veux en dire deux mots? Oui, oui, enfin, souvent, en fait, quand on parle on va revenir sur la non-binarité, quand on parle de non-binarité, j'ai l'impression qu'il y a de nombreux, enfin, c'est ce on me renvoie souvent quand on parle de genre et d'identité de genre et de non-binarité, on fait toujours tout de suite un parallèle avec le sexe et du coup la non-binarité sexuelle ou des caractéristiques sexuelles. Alors qu'il n'y a vraiment pas de rapport entre le sexe et le genre. Et je pense que c'est une des idées reçues qu'il faudrait déconstruire. C'est que le sexe et le genre, c'est pas la même chose. Le sexe, c'est vraiment les caractéristiques sexuelles qui composent un individu. Donc, c'est le sexe primaire, sexe secondaire, les chromosomes ou les taux hormonaux. Et le genre, c'est vraiment la perception sociale de l'identité de genre, la manière dont on se perçoit dans notre société, qu'on soit femme, homme, ou toutes les autres identités, toutes les minorités de genre non binaires, agenre, bigenre ou gender fluid qu'on a abordé tout à l'heure. Et donc, il faut vraiment faire cette distinction entre le sexe et le genre. Et donc, c'est pas parce qu'on est intersexe qu'on est forcément non binaire. Il y a plein de personnes intersexes qui sont tout à fait binaires, qui s'identifient comme des hommes, cisgenres, qui sont pas du tout transidentitaires. Et donc, il faut vraiment, voilà, si on parle des personnes LGBTQIA+, il faut vraiment distinguer qu'on parle à la fois d'orientation sexuelle d'un côté, d'identité de genre de l'autre et de caractéristiques sexuelles enfin. Et donc, ces trois thématiques, elles sont, on subit les mêmes stéréotypes et les mêmes préjugés de genre, donc on subit les mêmes oppressions, ou certaines oppressions peuvent être liées. Mais en fait, il n'y a pas de lien entre l'orientation sexuelle, l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles. Et donc, quand on est trans, on n'est pas forcément homosexuel, on n'est pas forcément intersexe. Et donc, je pense malgré tout que c'est important, effectivement, de parler intersexuation parce qu'on en parle encore très peu. Et en termes de lutte, aujourd'hui, on a quand même un collectif intersexe et allié qui s'est beaucoup mobilisé pour finir par interdire toutes les opérations invasives, irréversibles, qui sont Oui, pratiquées sur des enfants sans leur consentement. complètement, ouais. Et malgré leur mobilisation, leur plaidoyer, leur campagne, on a quand même subi pas mal d'échecs législatifs. Et donc, dans les luttes d'aujourd'hui, je pense que c'est important de se sensibiliser. Donc, je vous invite toutes et tous, toutes à aller sur le site du collectif Intersexe et Alliés, de vous sensibiliser aux questions, à l'intersexuation et aux questions intersexes justement pour arriver à lutter avec nous dans les années qui viennent. Complètement. Est-ce que si on parle des luttes passées, par exemple, alors, définition passée. Franchement, je pense qu'on va pas forcément revenir sur les luttes
de Stonewall Bar, etc. Parce que ça a déjà été pas mal dit. Et puis j'aimerais vraiment qu'on parle des luttes actuelles. Donc les luttes passées qui amènent les luttes actuelles. Est-ce que vous en voyez, vous, de votre côté, qu'on puisse élaborer pour ensuite partir sur les luttes présentes et donc les luttes qui commencent à arriver là? Et donc là, on a pu un peu évoquer, littéralement l'intersexualisation. Je pense que là, il y a eu l'affaire, Libéré Enzo qui est quand même assez parlante en elle-même. Puis il y a aussi le collectif, Rien à guérir qui est là aussi, qui du coup, Ouais. fait clairement le pont avec, l'affaire Enzo. Tu veux que je parle de l'affaire Enzo? Je sais pas Ouais, si, vas-y. bon, en fait, je vais essayer de faire, sans forcément rentrer dans les détails parce que je pense que l'affaire est encore en cours et on veut pas non plus, Ah oui, heu, alors poser sans évoquer les détails judiciaires, bien sûr, mais juste pour donner le contexte aux personnes qui n'ont pas forcément entendu parler de ça. Ouais. En fait, il y a la semaine, en fin de semaine dernière, fin vendredi, et dans le week-end surtout, il y a eu des signalements qui ont été faits, d'une personne, Enzo, qui aurait été, enlevé, de chez lui, là où il fait ses études à Montpellier, voilà, par sa famille apparemment, de ce qu'on sait parce que, il aurait fait son coming out trans, donc c'est un homme trans et sa famille, aurait apparemment, extrêmement mal pris la chose, pensant avant, que, Enzo, était une, femme, homosexuelle avant et chose qui était déjà mal appréciée apparemment par sa famille. Donc voilà, en fait, il y a eu, des alertes qui ont été faites par rapport à ça et aussi des éléments qui apparemment ont été, récupérés par ses proches de Montpellier, qui, laissaient entendre que sa famille, et son entourage, direct, qui l'avait pris de Montpellier voulaient le guérir. Guérir donc de quoi? De sa transidentité pour le faire, apparemment redevenir, dans «le droit chemin» entre guillemets, de son état biologique de femme, tel que ses parents, le pensent ou la pensent pour eux. Et donc, beaucoup de personnes se sont, émues de la situation, surtout parce que, depuis le 6, janvier, on n'avait plus de nouvelles, d'Enzo qui ne répondait plus à son téléphone et qui a eu, donc des, éléments qui nous laissent à penser qu'effectivement il y avait, des violences, subies. Donc il y a eu, des signalements qui ont été faits et il y a hier, vers, 10h30, les autorités, ont retrouvé, Enzo. Donc en fait, la problématique qui a été, là, c'est, aussi par rapport, à la loi, des thérapies, de conversion qui a donc été un succès, puisque, il y a quelques semaines, en fin 2021, après, des allers-retours entre l'Assemblée nationale, et le Sénat, la commission mixte paritaire a finalement voté pour, que la loi puisse s'appliquer, mais la loi n'est toujours pas promulguée. Ça veut dire que, il faut encore, par des petits détails législatifs et administratifs que, les 2 assemblées, les 2 chambres, revotent toute, la loi et que la loi soit promulguée pour qu'elle soit effective. Et là, on est dans un creux puisque la loi n'est pas effective, elle n'est pas promulguée et donc, nous, les associations et notre collectif s'est inquiété, de trouver quand même un moyen de régler, l'affaire en fait et de s'assurer qu'Enzo était en sécurité et aille bien, et donc voilà, on était dans un cas assez particulier, de je dirais un peu trou législatif par rapport à la situation de thérapie de conversion et en dehors des potentielles violences que Enzo aurait subies. Ouais, du coup, on remercie énormément, Fierté Montpellier, d'avoir relayé massivement sur Instagram et Twitter, ce qui a permis en fait de pouvoir mettre le hashtag Libérer Enzo en top trend et de faire en sorte qu'on puisse le retrouver tout simplement. Donc merci à eux. Sur les effectivement, moi ça me permet de faire un pont sur, déjà sur les thérapies de conversion. C'est un sujet qui, grâce en fait finalement, à toi, Benoît aussi, hein, avec ton collectif Rien à guérir, avait permis, de mettre ça en premier plan et en lumière. C'est vrai qu'il y a c'est quelque chose qui était quand même, hem, très peu diffusé, que ce soit dans les médias, et cetera. On n'en avait pas forcément conscience et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait beaucoup de personnes me disaient: «Mais c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est illégal». J'ai: «Bah, ouais, mais non, en fait, ça si on est obligé de lutter par rapport à ça aujourd'hui encore, c'est qu'il y a plein de choses à faire».
Moi, j'aimerais aussi parler c'est quelque chose que je vois vraiment arriver et j'observe vraiment un gros switch et j'en suis très, très heureux. C'est tout le combat, pour les personnes transgenres, qui prend vraiment le devant de la scène et vraiment moi ça me fait énormément plaisir parce que, on a eu le mariage pour tous et on a eu je pense que les précédentes années ont été quand même très tournées sur le combat homophobe, lesbophobe et là, aujourd'hui, on arrive vraiment sur un combat sur des luttes vraiment, anti-transphobie pardon, anti-biphobie aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Seb, tu pourras prendre le relais, mais nous, dans notre combat sur les thérapies de conversion, je ne sais pas si moi je m'en réjouis, de ces luttes, parce que ces luttes, qui commencent à prendre le devant de la scène font aussi, face à des luttes opposées, extrêmement violentes et nous, on l'a vu quand il a fallu débattre, de la loi sur les thérapies de conversion, la place qu'a pris, les propos transphobes, la volonté notamment de retirer l'interdiction des thérapies de conversion qui seraient faites à l'encontre des personnes trans juste parce que le terme identité de genre n'est pas compris, posait énormément de problèmes. Et très honnêtement, on a expliqué le mot TERF, une vague d'actions de TERF et de personnes transphobes ou transsceptiques, entre guillemets, qui nous a causé beaucoup de problèmes parce que nous, on voulait parler au Sénat et à l'Assemblée nationale sur des sujets très précis pour s'assurer que la loi soit le plus efficace possible et on a été complètement cannibalisé par des débats qui ont ni queue ni tête, de personnes qui ne comprennent pas ces réalités. Et moi, je me réjouis qu'il y ait des luttes pour venir sur le devant de la scène ces réalités-là, mais je m'inquiète aussi énormément, énormément des paroles, des propos et des comportements extrêmement violents qui sont en ce moment envoyés à l'encontre des personnes transgenres, mais pas que. Nous, notre collectif, on n'est pas. Il y a des personnes transgenres, mais moi, j'ai été extrêmement touché et attristé du type de message qu'on reçoit. Donc, je Ah pense non, que mais ça, vraiment, alors voilà, quand je dis je me réjouis, c'est que en fait, on en parle. Et on en parle beaucoup plus qu'avant. Et on en parle à un point où, en fait, on arrive à faire rentrer dans les mœurs, enfin, dans les mœurs, dans l'inconscient collectif et dans la tête des gens qu'il y a cette réalité-là qu'il faut absolument changer. Parce qu'il faut absolument les aider. Enfin, je veux dire, on peut se rappeler de Dounia et de toutes ces personnes qui se sont faites assassiner parce que trans ou qui se sont suicidées parce que transgenre. C'est vraiment ça en fait, qui me réjouit. Après, et ça, tu le notes très bien, on est face à une Euh, polarisation. Excuse-moi. Ouais, Ouais, juste parce que tu dis, voilà, des personnes qui sont mortes, enfin qui sont suicidées parce que transgenre, en fait, c'est parce que tu as raison. transphobie. Tu as C'est parce raison. que Tu as tout la à fait société dans raison. laquelle on vit fait que quand on est trans, quand on est homo, enfin quand on est des personnes minorisées, on subit des violences qui nous poussent Exactement, tu as à 100% vivre la raison, vie de Clack. façon, Merci. genre, de façon vraiment insupportable. Et voilà, je vais juste apporter cette Non, non, mais, précision. merci de me reprendre. Effectivement, je parle vite Y a pas de bah souci. voilà, on n'est jamais à l'abri, hein. Effectivement, à cause de la transphobie, tu as des personnes qui se suicident et à cause des transphobes, des personnes qui sont assassinées. Tu as tout à fait raison. Merci, Clack. Mais du coup, c'est juste pour revenir sur ce que disait Benoît aussi. Je pense qu'on est face aussi à une polarisation de la société et à une extrémisation de la société. Alors, je sais pas si c'est très français de le dire, mais tu vois le concept de fenêtre d'Overton où cette fenêtre se décale de plus en plus à droite, et tellement à droite qu'en fait, bah, on est littéralement, en fait, enfin, je vais le dire, et c'est vraiment comme mon nom, hein, et c'est ce que je pense, mais on a un courant fasciste érigé par Éric Zemmour qui est en train de se faire aider par la majorité pour obtenir ses parrainages, pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Et ça, avec tous les messages et nous, chez Stop Homophobie, on les voit, les messages, hein. Et je pense que dans tous les autres collectifs, on les voit aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de cette extrémisation, et c'est là où ça devient très politique, je ne sais pas si je vais faire très sens, mais cette idée de faire monter le fascisme pour ensuite se retrouver face au fascisme et pour ensuite dire bah oui, mais nous, on est les démocrates, donc on est les gentils versus les méchants, votez pour nous. Ça participe pas aussi à la montée terrible des discriminations, parce que ces personnes-là, les fascistes ou les fachos ou toutes ces personnes réfractaires au changement ou à l'idée que les personnes soient en fait heureuses, tranquillou dans leur coin, est-ce que ça participe pas aussi à ça? Et je sais pas si je fais très très sens du coup.
mais c'était un peu on disait, moi j'ai l'impression que c'est très politique tout ça, et malheureusement, on donne de plus en plus la place à des personnalités d'extrême droite, à des personnalités qui sont évidemment réfractaires à nos luttes, mais une telle place dans les médias et dans tous les pans de la société que ça devient effectivement terrible de pouvoir juste être militant en fait, en France. En fait, je ne sais plus dans quel room, il y a, sur la politique, on en voit beaucoup, dernièrement, monter. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'assez intéressant, mais il faut que je me rappelle bien des termes. C'est pas c'est pas j'ai pas envie de répéter des termes, mais avant, on était sur une opposition, droite-gauche et maintenant, on est, sur une opposition, effectivement, progressiste et je me rappelle plus le terme exact qui définirait le courant, Zemmour, mais de fascisme, voire de rétrograde, je ne sais plus exactement le terme, mais du coup, effectivement, la fenêtre des oppositions s'est déplacée et ça pose problème. Mais je ne sais pas si ce déplacement de fenêtre de combat est l'unique explication de la montée de la transphobie. La montée de la transphobie s'explique aussi de mille autres façons. Voilà. Et je vais m'arrêter là-dessus, mais je sais que Seb avait des choses à dire sur le sujet aussi, donc je lui file la parole. Oui, mais en fait, c'est que j'ai l'impression que malgré tout, dans une certaine mesure, l'histoire se répète. C'est que je veux dire, le temps où l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale, une pathologie, se répète aujourd'hui quand on parle des personnes trans. Et même si on arrive, c'est en cours de dépathologisation des transidentités, même au niveau de l'OMS, et ben on voit qu'encore une fois, on dépathologise pas complètement l'intersexuation et qu'on considère toujours les personnes intersexes comme des pathologies qu'il faudrait corriger ou réparer. Et donc, quand on gagne sur un certain nombre de droits, il faut pas oublier qu'il y en a d'autres sur lesquels on stagne et du coup, voire on régresse. Et donc, je pense que c'est pas inutile de repartir à Stonewall, même si on va pas refaire l'historique depuis Stonewall, mais se rappeler qu'à Stonewall, Non, c'était mais quand même carrément, on peut tout à fait donner du contexte. Hein. non, mais c'était juste pour rappeler qu'à Stonewall, effectivement, c'était un bar dans lequel il y avait pas mal de personnes gays, et transgenres ou des femmes lesbiennes qui étaient persécutées par la police continuellement et qu'un jour où les personnes se sont rebellées, révoltées contre l'oppression policière, puisqu'à l'époque c'était illégal d'être gay et même de porter des vêtements qui correspondaient pas à son genre, le cross-dressing. Mais du coup, c'est quand même des personnes où, enfin, on ne sait pas vraiment comment les émeutes de Stonewall ont débuté, mais les personnes, enfin, l'histoire qui est racontée aujourd'hui, c'est que c'était des personnes racisées, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera et Stormy de la Verrie, qui étaient trois femmes. Il y avait racisées, deux d'entre elles étaient, il me semble, des femmes trans. Marsha P. Johnson était travailleuse du sexe et avait monté tout un collectif qui luttait déjà pour le droit des travailleurs et travailleuses du sexe. Et donc, c'est pas mal aussi de se rappeler que ces émeutes de Stonewall qui ont fait démarrer un peu le mouvement moderne de lutte pour les droits des gays et lesbiennes et des droits des personnes LGBTI de manière générale, a été à un moment donné mené par des personnes trans, par des personnes racisées et des personnes travailleuses du sexe, parce qu'aujourd'hui, ces questions-là de transidentité, de racisme et de travail du sexe, c'est des questions vraiment d'actualité. On a bien vu avec le mouvement Black Lives Matter, mais effectivement, quand on lutte pour les droits des personnes LGBTI+, on lutte pas que pour les droits des personnes blanches LGBTI+. On lutte aussi pour les droits des personnes racisées, on lutte aussi pour le droit des personnes migrantes, le droit de demander l'asile, on lutte pour, il faut arriver à cette intersection entre les luttes. Et donc, je pense que c'est pas inutile de se rappeler l'origine de ce mouvement, parce qu'on doit beaucoup en fait à ces travailleuses du sexe et à ces personnes trans. Et donc aujourd'hui, en termes de priorité, oui, c'était dramatique de voir les débats pendant la loi bioéthique ou pendant les débats sur l'interdiction des thérapies de conversion, de voir qu'il y avait une incompréhension totale en fait des transidentités par nos députés. Et voilà, moi quand j'ai fait pas mal de plaidoyer pendant les lois de bioéthique, et vraiment il y avait une incompréhension complète de ce qu'est une personne trans. Ou des confusions avec les personnes intersexes, et du coup vraiment les députés n'avaient pas l'air prêtes à aller beaucoup plus loin, parce que justement c'est des sujets qui maîtrisent pas du tout, quoi. Et donc c'est dramatique de se dire qu'aujourd'hui en 2022 on en est encore là, quoi.
À 200%. Je suis très heureux de t'avoir invité, Sébastien, parce que tu es archi méga clair et c'est vraiment un plaisir d'entendre tout ça. Il y a Lolo Denissa qui voulait parler. Alors, du coup, je ne connais pas ce profil, donc go. Bonjour. Salut, salut. Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Bonjour, moi je vis dans la vallée de la Roya. J'ai 50 ans, alors faudra m'excuser au niveau du vocabulaire. Ma fille qui a 17 ans me dit que je suis pas encore au point. Je Il n'y suis a pas de désolée. problème. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le vocabulaire, mais j'apprends. Et donc, moi, je suis dans la vallée de la Roya, je suis à la frontière italienne. J'ai toujours été très sensibilisée par ma propre maman à la cause de toutes les personnes qui peuvent subir des discriminations, quelles qu'elles soient. Et ma maman m'a toujours dit qu'il y avait qu'en Occident, qu'il y avait que deux sexes, hommes et femmes, mais que c'était un délire occidental. On m'a appris ça depuis toute petite, donc j'ai jamais eu de soucis. Et en fait, dans ma vallée de la Roya, depuis pas mal d'années, on voit arriver beaucoup de migrants, de réfugiés, et beaucoup de gens réfugiés sont LGBTQ+, et subissent vraiment des sévices, des tortures, des horreurs, des barbaries dans les pays qu'ils fuient. Et voilà, je voulais juste souligner que en France, c'est terrible pour beaucoup, mais que ailleurs dans le monde, c'est vraiment encore pire et que il faudrait vraiment s'unir et faire quelque chose parce que vraiment les gens souffrent de ce qu'ils sont et sont obligés de quitter leur pays et se font torturer de toutes sortes de façons et certains en meurent. Et voilà, je voulais juste apporter mon petit témoignage. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Effectivement, tu as tout à fait raison. Ça souligne, et on peut se rappeler de ces personnes LGBT qui ont failli ou se sont fait d'ailleurs expulser sous Emmanuel Macron et renvoyés dans leur pays alors qu'ils fuyaient Oui, la mort. oui. Ce qui évidemment est effectivement choquant quand on se prétend progressiste, etc. Est-ce que d'autres personnes, mais même si vous nous écoutez, etc., si vous avez des remarques, etc., n'hésitez pas à demander la parole, qu'on vous la passe. Sinon, Claque, Sébastien, Benoît, est-ce que vous avez des luttes qui vous viennent, que ce soit passé, présent, futur, où on pourrait un peu expliciter un peu plus, du coup, les luttes LGBTQIA en faveur des droits LGBTQIA? Peut-être le Peut-être droit juste rapide. de donner son sang, là, qui est tombé ce soir. Le décret, va rentrer en application pour mars, je crois, oui. Ah, effectivement, j'ai pas vu passer cette info. Ce serait top. Il me semble qu'ils ils vont aligner les critères ou les indices pour donner son sang entre les hétérosexuels et les homosexuels à partir de mars, parce qu'aujourd'hui, il y avait encore une période Oui, d'abstinence C'est pour ça. les personnes homosexuelles. On parlait d'orientation à risque et pas de pratique à risque. Et donc, petit à petit, donc là, on viendrait je crois que c'était un amendement voté dans la loi bioéthique, donc ouais, ça date effectivement. déjà. Hein. À partir du 16 mars 2022, du coup, de ce que je lis. C'est ça. Bon, très très bien. Donc à voir après comment ça va être mis en application. Mais après, non, pour revenir sur Oui. les luttes actuelles, je sais pas, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le rappeler, hein, il reste 69 pays dans le monde qui persécutent les personnes en raison de leur orientation sexuelle, qui persécutent les personnes de même sexe, soit à des peines de prison, soit jusqu'à la peine de mort. Que sur ces 69 pays, la plupart condamnent les crimes soi-disant contre nature ou en tout cas la sodomie. Les personnes lesbiennes sont moins persécutées dans la loi dans ces pays parce qu'il y a là encore cette idée reçue que en fait deux femmes ensemble ça n'existe pas. Enfin, c'est pas possible. Il y a pas mal d'États qui n'arrivent même pas à concevoir que ça puisse exister, qui du coup ne le persécutent pas dans le droit. C'est vraiment que l'homosexualité masculine qui est pénalisée. Mais en réalité, ça change pas grand-chose dans la perception de ces sociétés, puisque quand l'homosexualité féminine n'est pas pénalisée dans la loi, en quelque sorte, cette persécution, elle est transférée à la société dans les familles, et les femmes lesbiennes sont victimes de mariages forcés,
de viol correctif, hein, entre guillemets, hein, avec cette idée toujours qu'on pourrait modifier ou changer l'orientation sexuelle d'une personne. Et donc oui, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau international et effectivement, une des seules solutions qui s'offrent à un grand nombre de personnes LGBTI+ dans le monde, c'est souvent en fait de quitter son pays, de se déraciner, parce que c'est la seule solution pour survivre. Et donc on voit bien qu'il faut améliorer l'accueil des personnes demandeurs et demandeurs d'asile, des réfugiés dans nos pays, pour les traiter avec dignité et examiner leurs demandes avec respect. Et on voit bien aujourd'hui que c'est pas le cas. Que ce soit en Europe, en France, il y a encore de grandes difficultés à examiner avec attention les demandes d'asile de manière générale, mais en particulier, encore plus, les demandes d'asile qui sont fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Yes, tu as tout à fait raison. Il y a Maxime Dumaret qui nous a rejoint. Vas-y Maxime, c'est à toi. Oui, bonsoir Max, bonsoir à tous et merci d'avoir organisé cet espace. Alors non, parce que moi c'est pas Maxime Dumaret, c'est Marais, c'est en fait mon nom de famille. Juste pour préciser. Je suis désolé. Y a pas de mal. Y a pas de mal. Ouais, je voulais juste faire un complément concernant ce qui a été évoqué, mais c'est vraiment juste une petite parenthèse concernant l'ouverture du don de sang aux personnes homosexuelles. Où on a, à mon avis, pas fini d'en entendre parler. Là, ça sera ouvert effectivement normalement à partir du 16 mars. C'est ce que j'ai vu parler, enfin, c'est ce qui a été annoncé par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Moi, je suis quand même assez embêté par cette ouverture-là parce qu'elle est incomplète et elle est discriminante, bien qu'il y ait des leviers qui aient été levés, notamment envers des personnes qui sont sous traitement contre le VIH, soit à titre de traitement après exposition, mais aussi en pré-exposition. Donc pour ceux qui ne voient pas exactement de quoi je parle notamment de la PrEP, donc qui est un protocole médical et médicamenteux qui consiste à se placer sous traitement pour éviter de contracter le VIH. Et en fait, les personnes qui seront sous PrEP ne pourront pas donner leur sang du fait d'un amalgame qui pourra être fait notamment par le FS qui considère que si une personne est sous PrEP, c'est donc qu'elle est forcément multipartenaire, donc à risque Ah oui, pour donc là, les on est. receveurs. Mais je n'étais pas du tout au courant de ça, c'est n'importe quoi. On est C'est bien complètement. d'accord. Ah ouais, mais c'est. Ok. Voilà, donc la discrimination est loin d'être finie envers les personnes HSH. Ah oui, C'est ouais. le nom du sang. Non, mais Voilà, je voulais juste faire ouais, c'est cette petite effectivement. parenthèse. Mais en plus, c'est tellement scandaleux parce que, alors, pour celles et ceux qui connaissent pas la PrEP, et du coup, là, pour le coup, je m'adresse vraiment aux hétéros. La PrEP, c'est, comme l'a dit Maxime, c'est un médicament qui permet de bloquer le virus et qui a une efficacité qui est assez remarquable. C'est une pilule que vous prenez tous les jours ou de manière ponctuelle pour prévenir en fait la contraction du VIH. Et effectivement, la communauté LGBT y est très sensibilisée. C'est des grosses campagnes de sensibilisation par rapport à ça. Alors que la communauté hétérosexuelle n'y est absolument pas sensible, ni sensibilisée. Et c'est un vrai problème parce qu'en termes de volume, en fait, faut quand même rappeler que c'est quand même la communauté, enfin, c'est quand même les hétéros en termes de volume, hein, qui sont le plus sujets à contracter le VIH. Effectivement, cet amalgame est complètement débile. Mais alors complètement débile. Est-ce que des personnes qui nous écoutent ont des remarques avec ce qui vient d'être dit? Sinon, on peut peut-être passer sur un autre sujet au niveau des luttes. Il y a Nad, je vais te laisser parler. Vas-y Nad, c'est à toi. Oui, bonsoir. Je m'appelle Alex, en fait. Moi, je suis hétérosexuelle cisgenre. Et par rapport à ce que vous venez de dire, moi, j'ai fait un TPE, donc un traitement post-exposition. Et j'ai connu ça parce qu'en fait, suite à cette exposition, j'ai appelé une amie qui est gynéco. Mais je trouve ça fou, en fait, que chez les hétéros, on parle si peu ben du traitement post-exposition ou de la PrEP, quoi. Je comprends. Moi, tous les gens autour de moi à qui j'ai parlé de ça,
personne n'était au courant. Je trouve ça dingue, en fait. Ah non, mais on est 100% d'accord. Et d'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent, genre vraiment demandez à vos potes hétéros s'ils connaissent la PrEP. Mais juste Alors demandez moi, ça. Et du coup, je connais la PrEP de nom. Donc le TPE, ça consiste à prendre une trithérapie pendant 28 jours. On rentre dans un protocole, on doit faire des prises de sang tous les 15 jours. Donc c'est hyper encadré. Et ça permet de diminuer le risque de contamination si le partenaire était séropositif de 80%, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, je sais pas comment on peut. Enfin, je comprends pas pourquoi il y a pas du tout de communication. Je sais qu'il y avait, je crois que c'est dans le métro à Paris où il y avait eu une polémique parce que justement il y avait des pubs pour la PrEP et que des personnes s'étaient plaintes que du coup ça poussait les gens à ne pas se protéger ou je sais pas quelle connerie, enfin voilà. ah oui, mais là, on peut parler aussi de cette. Alors, je sais pas si on peut la qualifier de journaliste, mais cette personnalité d'extrême droite qui avait sur Twitter s'était complètement moqué de la campagne de sensibilisation pour la lutte contre la discrimination des personnes séropositives. Et là aussi, je pense que aussi, ça rentre dans la lutte. Malheureusement, ce soir, j'avais demandé à une personne qui avait écrit un bouquin par rapport à son vécu d'être là ce soir, mais il pouvait pas. Peut-être une prochaine fois en tout cas. Mais effectivement, la discrimination, du coup, je rebondis à ce que je viens de dire, Nad, la discrimination des personnes séropositives. Et peut-être que là, c'est très tourné sur la communauté LGBT, et en l'occurrence la communauté LGBT. C'est peut-être un peu centré là-dessus, mais c'est quelque chose qui aussi arrive beaucoup plus. Et d'ailleurs, la campagne du gouvernement pour ça est quand même. Moi, je l'ai trouvé assez cool. Évidemment, il y a toujours les fachos ou les personnes qui ne sont pas du tout au fait de tout ça qui viennent se plaindre, comme d'habitude. Est-ce que d'autres personnes ont des choses à dire? Moi, si je peux, c'est un autre sujet, mais Vas-y, si je vas-y. pouvais vous poser une question. En fait, j'ai l'impression que le nombre d'agressions physiques envers les LGBT, je vais m'arrêter là parce que je me mélange après entre les lettres, augmente. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on en parle plus ou si parce qu'il y en a plus. Est-ce que vous avez des statistiques sur le sujet? Sébastien, est-ce que tu veux répondre ou je commence? Oui, en fait, c'est souvent, enfin, c'est un débat sans fin depuis les débats sur le mariage pour tous, pour toutes. En fait, depuis qu'il y a eu vraiment une intensification des discours de haine dans notre société, depuis que la Manif pour tous a tenu des propos toxiques à longueur de temps dans les médias, auprès du grand public, que ces discours de haine ont été repris par des personnalités politiques, on en est venu à légitimer une forme ces discours de haine dans la société. Et donc, il y a certainement eu une augmentation des agressions et des passages à l'acte, des harcèlements et des discriminations. Mais après, aussi, il y a surtout une prise de conscience de ces discriminations. Et il y a plein de mouvements comme le mouvement MeToo qui ont permis aux personnes qui sont victimes d'agressions sexistes, d'agressions sexuelles, de violences physiques, de prendre la parole peut-être un peu plus facilement sur les réseaux sociaux. Il y a quand même des points positifs aux réseaux sociaux. Et donc, ça a permis de visibiliser encore davantage ce phénomène. Donc, je ne pourrais pas répondre, moi, j'ai pas fait d'études sur la question de savoir si effectivement il y a plus d'agressions ou on en parle plus. Je pense que c'est un peu un mélange des deux, dans le sens où, en tout cas, en termes d'évolution, la société on aura au moins gagné ça et peut-être écoute davantage aussi les personnes qui parlent, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent depuis longtemps, mais juste qu'on n'écoutait pas. Et donc aujourd'hui, peut-être on a avancé un peu là-dessus, et donc on est peut-être on peut écouter davantage les personnes qui sont victimes de LGBTI-phobie. Mais en tout cas, par contre, un des problèmes qui reste constant, et ça, je pense que
Max pourra en parler, c'est qu'il y a toujours malgré tout une difficulté à porter plainte et à avoir des affaires aboutir, de garder la circonstance aggravante d'homophobie ou de transphobie jusqu'au bout et de voir des condamnations arriver de manière effective. Donc il y a encore vraiment un gros travail à faire au niveau de la lutte contre l'impunité en France. Vas-y, Benoît. Même si ça m'intéresse de t'entendre parler, Max, sur ce que vient d'évoquer Seb, je pense qu'on peut aussi, on a une vision qui n'est pas exhaustive, mais grâce au rapport de SOS Homophobie aussi, qui publie un rapport chaque année où on voit les évolutions des remontées de chiffres, mais les réseaux sociaux ont un double effet qui est positif et négatif, que dans le sens où on peut, grâce aux réseaux sociaux, faire remonter des affaires plus rapidement avec des photos, des témoignages. Des gens qui ont peut-être peur de parler autour d'eux vont publier des photos sur les réseaux sociaux, mais aussi les réseaux sociaux sont aussi le terrain de nombreuses agressions. Et donc, c'est pour ça aussi que les chiffres peuvent augmenter, ou que l'impression globale est en augmentation. Mais ça montre aussi peut-être que les gens vont plus avoir l'habitude aussi d'en parler, de porter plainte, je sais pas en tout cas, mais de notifier les choses, et pas d'enfouir ça un peu sous le sable, ce qui était potentiellement le cas à une époque, peut-être il y a 50 ans ou pas si longtemps, où l'homosexualité, en tout cas pour ce sujet-là, était considérée encore comme honteuse. Et voilà, donc ça c'était le point que je voulais aborder par rapport aux chiffres et à l'évolution des chiffres avec les outils qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est ça. Juste pour enchérir un peu avec ce qui vient d'être dit, effectivement, on a les agressions, et on le voit vraiment depuis le mariage pour tous, augmentent. On a, nous en tout cas chez Stop Homophobie, les appels de victimes augmentent d'année en année. Après, il y a aussi et c'est là où je pense qu'il faut le mettre un peu en corrélation avec l'idée aussi où les victimes vont de plus en plus se manifester par rapport à avant et par rapport à la période avant mariage pour tous. Et ça, on le voit en tout cas chez Stop Homophobie, et je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais en tout cas, ce sont les chiffres qu'on a chez Stop Homophobie. Effectivement, ça augmente. On voit aussi beaucoup d'homophobie en période électorale, quand on a, et ça c'est extrêmement dommage, mais quand on a des personnalités d'extrême droite, foncièrement homophobes, etc., qui ont de plus en plus la parole, ou qui prennent de plus en plus de place dans le paysage. En général, on a un regard aussi d'homophobie, d'LGBTophobie avec tout ça, ouais. Il y a quelqu'un qui veut... alors, attends, j'ai donné la parole à Loxan Furtien. Je suis désolé si j'écorche ton nom. Ton A. Et il y a Théo après. Ah, je crois que Loxan Furtien est parti. Du coup, Théo, dès que tu peux parler, vas-y. Et ensuite Lara. Ouais. Il y a des petits moments de coupure, c'est pour ça. Bonsoir tout le monde. Merci du coup pour la qualité des échanges jusqu'à maintenant, et pour ce que vous mettez en valeur en fait sur ce sujet-là. Je me présente rapidement, Théo Chalande Névoré, je suis adjoint au maire de Marseille en charge de la lutte contre les discriminations, et je profite du moment sur les chiffres pour faire connaître, je pense que c'est nécessaire de le faire connaître, l'application Flag, qui est une application que chacun peut télécharger sur son téléphone portable pour faire des signalements, sur les agressions et les violences à caractère. Alors pardon, je me permets juste de te couper, mais je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que tu es un peu loin du micro. Je vais vérifier ça. Merci. Voilà, je pense que ça va aller mieux. Je pense que ça va mieux. Là, c'est mieux. Et je parlais de l'application Flag, qui est une application que chacune des personnes qui sont présentes ici aussi d'ailleurs peuvent télécharger, que nous en tout cas avec la mairie de Marseille, la ville de Marseille, on a choisi de promouvoir parce qu'en fait c'est un outil extrêmement utile d'accueil des signalements et puis surtout d'accompagnement des personnes vers les bonnes structures pour pouvoir recevoir les plaintes, et pour que les plaintes d'ailleurs ne soient pas forcément refusées, ce qui est quand même assez souvent le cas pour des personnes qui n'ont pas forcément un passing, n'ont pas forcément, on peuvent avoir des difficultés de langage, etc., etc. Et dans les commissariats qui ne sont pas toujours, en tout cas,
formés d'ailleurs à accueillir les plaintes et accueillir les personnes comme il se doit. Et donc cette application, pour terminer la présentation, elle permet donc de signaler des agressions et des violences à caractère raciste, à caractère sexiste, bien entendu aussi à caractère LGBTQIAP+, phobe, et les violences conjugales. Nous, pour le coup, c'est un outil qui est utile, énormément utile en fait aux institutions pour deux raisons. La première, c'est dans le cadre du travail politique qu'on peut avoir, à mener dans les discussions avec les préfectures de police, le président même le président de FLAG, mais comme Amnesty International, SOS Homophobie, etc., qui font par ailleurs aussi en tout cas SOS Homophobie, des statistiques annuelles sur le sujet pour dire, mais en fait, vous voyez, sur nos territoires, ça existe et c'est réel en fait. Les refus de plainte sont réels. Pourquoi pas d'ailleurs maintenant que ça a été ajouté, parce qu'on parlait des thérapies de conversion, il y a un signalement qui est possible depuis aujourd'hui sur l'application Flag. Sur l'application Flag et c'est hyper utile politiquement pour dire mais en fait regardez la réalité des chiffres. Je me souviens d'une réunion en préfecture de police à Marseille et je pense on en rediscutera. J'avais pu en discuter avec le cabinet de la ministre à l'égalité, mais je pense que ça va redevenir un sujet où on nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème dans les commissariats. Ça permet de dire voilà, regardez la réalité de la situation sur le territoire. Et puis c'est aussi du coup un outil qui est hyper utile pour pouvoir faire des états des lieux de ce qui se passe et où est-ce que les violences, quelle typologie de violence a lieu sur quelle partie du territoire pour pouvoir adapter les politiques publiques qui sont mises en place, à savoir est-ce que on peut s'en douter, en tout cas nous on en tirera un bilan le 17 mai lors de la journée IDAO. De dire, ben voilà, regardez, sur le centre-ville de Marseille, vous avez peut-être là plus ou dans les centres-villes en général d'ailleurs, vous avez peut-être là plus d'agressions de type violence verbale, moins d'agressions physiques. Par contre, dans les métros, c'est peut-être plus des agressions physiques. Et puis, quand on va dans des endroits plus résidentiels, ce sont des violences familiales. Je dis ça, je dis n'importe quoi, hein, j'en sais rien tant qu'on n'aura pas évalué les données, mais en tout cas, ça peut nous permettre de brosser des perspectives d'adaptation des politiques publiques qu'on mène. Voilà, sur les chiffres qui sont absolument nécessaires à peu près tout le monde d'ailleurs pour pouvoir, et je vais employer ce mot, de pouvoir résister face à ces courants contraires dont vous parliez tout à l'heure et qui sont malheureusement réels. Je me dis aussi que peut-être on est aussi dans un moment de notre société où finalement peut-être que la majorité des gens je vais le dire comme ça, n'en ont rien à faire en fait. Et que on est face effectivement à des minorités de personnes qui sont bloquantes, qui sont violentes, mais qui restent des minorités. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait effectivement évaluer ça, et c'est là qu'on voit à quel point c'est nécessaire pour le coup d'avoir des scientifiques, en tout cas une certaine confiance dans le travail que peuvent faire des sociologues, de faire des statisticiens et des statisticiennes sur ces sujets-là. Voilà. Je voulais simplement parler de cette application Flag qui est hyper utile et hyper intéressante. Non, mais tu as tout à fait raison, Théo, effectivement. Alors, effectivement, si on parle de la police, alors il n'y a pas que des pourris, bien évidemment. Et Flag, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Flag, c'est l'association LGBTI de la police nationale. Effectivement, pour revenir à ce qui a été dit juste avant sur la difficulté en tant que victime d'LGBTphobie d'aller porter plainte et donc de fait de faire valoir ses droits, c'est une réalité. Et là, je peux parler à titre perso comme avec les témoignages chez Stop Homophobie qu'on a de manière récurrente, où des personnes nous appellent parce qu'elles se sont fait littéralement dégager du commissariat parce que le flic refuse de soit prendre la plainte, soit d'y mettre le caractère homophobe, etc. Et ça, c'est un vrai souci qu'on a. Je sais qu'il y a des formations qui sont engagées, et d'ailleurs Flag a travaillé énormément avec le ministère de l'Intérieur pour faire en sorte qu'il y ait des référents LGBT. Alors pour l'instant, il y en a un, en tout cas à Paris, et j'espère que ce sera étendu dans toute la France. Mais encore aujourd'hui, c'est rien que le pousser les portes du commissariat pour déposer plainte une fois qu'on se soit fait agresser, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est un vrai souci qu'on a, en tout cas chez Stop Homophobie.
et que je vois beaucoup trop de fois sur les réseaux sociaux et dans mes messages privés de personnes qui n'arrivent pas à déposer plainte et qui ont en fait besoin d'un avocat. Et tout le problème derrière, en fait, finalement, c'est que derrière, bah, en fait, en tant qu'individu, déjà d'un, on n'est pas soutenu par l'autorité. Enfin, c'est au-dessus de la police, il n'y a pas trop, enfin, il y a pas trop grand-chose, à part le procureur de la République, etc. Mais du coup, ce qui nécessite d'engager un avocat, de payer, etc. Alors que tu es déjà victime. Donc, du coup, il y a un côté un peu de double peine qui est juste terrible quand tu te fais, quand tu te fais agresser de manière LGBTophobe. Et le problème, et ça, je pense que là, pour le coup, c'est très systémique et très structurel au sein de la police. Le fait de refuser tout simplement la plainte, enfin, on va le rappeler pour ceux qui nous écoutent, refuser une plainte, c'est juste purement illégal. Un officier de la police n'a pas le droit de refuser une plainte à partir du moment où vous déposez plainte par rapport à quelque chose qui est inscrit dans le code pénal. Un policier qui refuse ça, vous prenez son numéro et vous envoyez un courrier au défenseur des droits. Voilà. Lara, tu veux parler? Oui, alors c'était pour justement apporter, parce que mon fils aussi a été victime de ça, c'est-à-dire que son père, alors que mon fils n'avait que 16 ans, lui a cassé la figure, etc. Il va au commissariat, il s'est fait jeter. On lui a dit, ben non, c'est rien, voilà, on s'est fait. Et la police n'a même pas voulu. Bon, ils ont quand même déposé simplement une main courante. Il a pu déposer une main courante, mais en aucun cas il fallait faire référence à ce que c'était une agression homophobe. Euh, voilà, c'était donc effectivement, c'est quelque chose qui existe. Alors le combat que mène mon fils, c'est-à-dire j'en parle beaucoup, il a choisi une voie, c'est qu'il veut être procureur. Justement, donc il est en train de devenir une bête en droit civil, justement en se disant, ben, comme ça, je vais pouvoir faire quelque chose euh, pour, voilà, pour toutes ces personnes qui sont, pour des raisons ou pour une autre, rejetées. Voilà, c'était pour assister, justement, dire que ça existe effectivement. J'ai été confrontée à ce problème-là, les commissariats qui refusent de prendre une plainte et qui refusent de mettre l'étiquette que c'est un fait homophobe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour ton témoignage. Et oui, effectivement, malheureusement, on a beaucoup des témoignages dans ce sens-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont des vraies difficultés à déposer plainte et que souvent, la réponse qu'on leur donne, c'est de déposer une main courante. Mais effectivement, la plainte et la main courante, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'enquête après une main courante. Et comme l'a rappelé Max, c'est un droit de porter plainte. Et quand on est victime d'insultes, d'injures homophobes, on est tout à fait légitime à porter plainte. Et si on a des difficultés à porter plainte, il ne faut pas hésiter à saisir des associations LGBT comme Stop Homophobie, SOS Homophobie ou autres. On a la chance d'avoir un tissu associatif qui est quand même en France assez complet. Mais oui, ça reste aujourd'hui difficile de porter plainte de porter plainte en France. Et c'est un peu ce que je reproche, l'application Flag y est pour rien, mais l'application Flag, c'est un gadget, quoi. Et c'était la seule réponse qu'on a eue du gouvernement contre tous les actes de violence homophobes et transphobes qui ont été visibilisés ces dernières années. Effectivement, l'application Flag, elle a une utilité, c'est permettre de visibiliser certaines insultes, certaines agressions à caractère homophobe et transphobe, mais elle débouche pas forcément sur des enquêtes. On dépose pas plainte quand on signale des faits sur Flag. Ça nous permet par contre d'avoir des chiffres. Je suis obligé de réagir par rapport à ça parce enfin, nous en tout cas, on travaille vraiment avec quelques personnes chez Flag parce qu'elles nous, du coup, on a des fils prioritaires pour vraiment envoyer les personnes déposer plainte et dans un cadre ultra safe. Mais malheureusement, et c'est ce qu'on reproche aussi à l'application Flag, c'est que derrière, il n'y a pas de réel procédé qui vient ajouter, qui vient permettre aux victimes de réellement porter plainte, de réellement obtenir un procès, une indemnisation, etc. Et finalement, j'ai plus l'impression que derrière, c'est plus un outil de data, de recueillir de la donnée, qu'un outil à la base censé, ou en tout cas marketé pour protéger. Et ça, c'est un réel problème. Et ce que tu pointes très justement, c'est que le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, bon, est-ce qu'on peut parler de Darmanin ou pas? Je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit l'espace pour ça, mais on n'en pense pas moins. C'est que
littéralement, absolument rien n'est fait. Et derrière, Est-ce que- et moi, ce que je trouve juste dingue, c'est que c'est soit Flag, des personnes chez Flag, enfin, on rappelle, c'est une asso à la base corporate LGBTI, dont le but est juste de fédérer autour de la communauté LGBT au sein de la police, mais qui n'a pas, qui a pas vocation en fait, à remplacer le, le périmètre et comment dire, le job des policiers. Tu vois, enfin, c'est pas ça le but de Flag, en fait. Je veux dire, c'est comme dans toute entreprise où tu as une asso corpo LGBT, ben c'est ça, Flag. Et moi, ce que je reproche vraiment au ministère de l'Intérieur, c'est ça, c'est que derrière, on n'a pas des moyens de réelle formation sur les LGBTophobies, sur le harcèlement homophobe, etc. Enfin, le harcèlement dans sa globalité. Et en fait, derrière, quand tu lis les refus de plainte, hein, bah, tu as les violences conjugales qui, du coup, débouchent où le compagnon va buter son ex-femme, etc. Alors elle a tenté de déposer plainte, ou elle a déposé plainte en 8 fois. Enfin, tu vois, mais c'est juste scandaleux et rien n'est fait. Et le pire, c'est que tu sais, sur les plateaux ou quand tu le dis, ça, tu te prends une vague d'harcèlement de la part de fachos ou de personnes qui considèrent les flics comme juste purs. Alors que, et nous, on dit pas que tous les flics sont pourris. C'est pas, enfin, moi, en tout cas, moi, dans mon cas de harcèlement, je traite avec une officière de police qui est juste exemplaire. Et j'aimerais tellement qu'on la clone et qu'on la mette dans tous les commissariats. Ce serait tellement plus simple. Mais force est de constater que, et ça, c'est les chiffres. En tout cas, nous, c'est Stop. On a tellement de personnes qui nous appellent parce qu'elles n'arrivent pas à déposer plainte. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et là, on parle juste, enfin, on parle que d'LGBTophobie et derrière, tu as toutes les autres discriminations. Vas-y, Maxime. Oui, bah, tu fais bien justement de parler des autres discriminations. Moi, j'ai plus l'impression que les problèmes qui sont rencontrés lorsqu'on veut déposer plainte au niveau des services des polices concernent vraiment l'inclusion en fait, des minorités, que ce soit les minorités LGBTQI+, que ce soit les minorités migrantes, que ce soit les minorités TDS. Et même des minorités qui sont finalement une grosse majorité, à savoir les femmes au sein de notre société, où on a encore un espèce de chapeau patriarcal qui empêche toutes ces différences de pouvoir s'exprimer, d'être reçues au même titre que n'importe qui d'autre, sans discrimination, lorsqu'on a besoin de se faire entendre auprès d'un commissariat, quoi. Pour moi, c'est vraiment plus général, quoi. Il y a certainement un problème de formation et puis de façon d'appréhender la société de la part des forces de l'ordre dès lors qu'on pousse à la porte d'un commissariat, quoi. C'est pour ça, je pense qu'il faut rappeler que l'application Flag, elle n'est pas inutile. Au contraire, c'est important d'avoir des données des agressions, du harcèlement et des discriminations qui touchent les personnes LGBTI partout en France. Mais en fait, ce qui est vraiment triste, c'est qu'au moment où on avait des images d'agressions partout en France, tous les jours, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, quand il y avait des manifestations partout en France pour justement demander des vraies politiques publiques de lutte contre ces violences et de lutte contre les LGBTI-phobies, et la seule réponse vraiment qui nous a été donnée, c'est cette application. Et pour moi, c'est pas suffisant. Vraiment, cette application, c'est un gadget qui peut être utile, qui sera utile, mais ça peut pas suffire pour changer de manière fondamentale Non, mais pour lutter complètement, contre l'impunité en France. ça ne suffira pas. C'est sûr que ça ne suffira pas. Et derrière, enfin, et ça qui est tellement dommage. Autant le monde associatif est juste essentiel, évidemment, mais le problème, c'est que là, on est en train de pallier le manque tellement terrible de l'État ou des compétences de l'État, etc. Enfin, on est obligé enfin, tu vois, ce qui est terrible quand tu peux pas déposer plainte, c'est qu'en fait, finalement, derrière, il y a une inégalité qui est littéralement une inégalité de classe, un peu quand même. C'est si tu es riche, du coup, tu peux faire appel à des avocats et tu peux potentiellement obtenir justice. Et là encore, on pourra parler plus tard du manque de moyens dans la justice qui débouche à des procès qui durent des années et des années et des années. Et quand tu es pauvre, il faut que tu trouves un avocat qui soit d'accord de prendre l'aide juridictionnelle. Et comme c'est. Après, il suffit que ton agression soit un petit peu plus complexe par rapport au code pénal ou que ce soit ton harcèlement soit un petit peu plus complexe par rapport au code liberté de la presse, où là, ça devient juste impossible de trouver un avocat qui te fasse un prix, entre guillemets, d'amis, tu vois. Et là, tu te retrouves tout seul. Et c'est juste scandaleux, quoi. Ouais, tout seul ou même carrément les communautés s'organisent, hein. Je prends l'exemple des communautés TDS.
qui disposent d'un réseau qui s'appelle projet Jasmine, qui leur permet de faire du signalement de comportements violents de clients entre eux et elles, pas que elles d'ailleurs, entre eux et elles, et plutôt que de passer par les services de l'ordre, en fait, elles font police elles-mêmes, quoi, ces personnes, en référençant les numéros de téléphone, les plaques d'immatriculation des véhicules de clients qui se montrent violents à la rencontre. Je trouve ça vraiment très très dommage qu'on soit Ouais, non, mais tu contraint fais d'en arriver là, super bien quoi. d'en parler, hein. Tu fais super bien d'en parler. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Et moi, je trouve ça juste triste qu'on en soit, en fait, qu'on ait ce besoin-là. Alors après, en plus, sur les TDS, du coup, là, on est vraiment par rapport à des personnes qui sont juste refusées au niveau de la société alors qu'elles font juste leur taf, quoi. Enfin, c'est bref. Mais peut-être que ça fait, ouais, peut-être que ça rentre aussi dans la lutte. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais est-ce que les personnes veulent réagir à ce qui a été dit? Ça fait presque 2 heures qu'on parle. Dites-nous. Et sinon, est-ce que les speakers ont d'autres choses à ajouter? Pour ma part, ça aurait été sur, des sujets encore autres, donc du coup, j'ai peur qu'on digresse et que ça parte encore, sur trop longtemps peut-être. Non, mais vas-y, vas-y. Non, mais c'est notamment, du coup, beaucoup plus tôt, je fais un retour en arrière, quand on parlait, de la pureté militante, tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment alors du coup, je je fais vraiment un gros retour en arrière, mais que, les gens, en fait, confondent maladresse et malveillance. Et c'est que le fait de s'énerver, bah, peut braquer les gens et en fait bloquer certaines déconstructions. Et moi, je sais que ma façon d'aborder le militantisme, parfois on peut me tacler, me reprocher d'être trop bisounours, d'être trop dans la pédagogie, de trop brosser les gens un peu dans le sens du poil et tout ça. Sauf que je pense que en fait, on a besoin de tous les modes de lutte, que le fait d'être très très radical est pas incompatible avec le fait d'avoir une approche entre guillemets bisounours, comme on décrit ma façon de militer. On a à la fois besoin d'actions où on est en première ligne de manif que d'actions pédagogiques en ligne. Et en fait, toutes ces actions sont complémentaires. Euh, donc, je sais pas si vous êtes en accord avec ça. Voilà, ça n'engage que moi, j'ai pas la sauce infuse. Non, mais effectivement, je suis 100% en accord avec toi. Benoît, vas-y. Ouais, bah, en fait, je voulais plus soyer fortement ce que tu viens de dire, Clec. Nous, on l'a vécu pour la lutte sur l'interdiction des thérapies de conversion, qui en soi aurait pu paraître être une évidence, mais qui ne l'a pas été à cause de plein de sujets, hein, notamment celui de la transidentité. Et on a bien vu qu'il était utile qu'on ait tous, chacun et chacune, que ce soit les individus ou les groupes, des méthodes différentes de militer. Il y a eu notamment des vagues sur les réseaux sociaux d'interpellation, notamment de personnalités politiques comme Christophe Castaner ou autres, pour demander à ce que la loi soit mise à l'agenda. Il y a d'autres personnes qui ont préféré faire des tribunes. Il y a des personnes qui ont voulu faire beaucoup de médias de presse pour faire de la sensibilisation sur les réalités des thérapies de conversion qui étaient considérées comme, comme ce que tu as dit, hein, Max, pas du tout une réalité en France. Donc voilà, on a eu plusieurs moyens, parfois des moyens qui, je ne vais pas dire se contredisent, mais qui pourraient paraître à l'opposé en termes de manière de faire, mais pourtant ça nous a vraiment énormément aidé en fait d'avoir tous ces moyens. Et quand c'est bien fait et que c'est harmonisé, on arrive à avoir du résultat parce qu'il faut tout en fait pour lutter. Et du coup, souvent, il y a eu des critiques qui ont été faites, hein, sur les manières de lutter comment dire, le fait d'être trop bisounours, justement, en tout cas, nous, ça a été notre volonté au collectif Rien à guérir, c'est pas d'être bisounours, mais d'être dans la pédagogie, l'explication, pas l'interpellation agressive de politique, etc. Mais voilà, en gros, c'est hyper important et je pense que ça va nous servir dans les luttes à venir et surtout pendant les élections présidentielles où on risque de s'en prendre un peu plein la figure. D'avoir des méthodes donc différentes et de savoir tous voilà, lutter à notre manière et dans le respect.
Ouais, Complètement. puis ce qu'il y a, c'est que, enfin, je pense que c'est pas incompatible, en fait, d'avoir une approche, entre guillemets, bisounours et une approche, entre guillemets, plus violente. Et la violence, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je m'explique. Enfin, je vais peut-être m'appuyer sur le propos d'une citation dans un bouquin de Irénée Vroz, La terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste. Du coup, je m'appuie sur ça parce qu'encore une fois, pour moi, le militantisme, c'est forcément intersectionnel parce que si on remonte à la racine, en fait, de chaque oppression, ben, généralement, enfin, les oppresseurs à l'origine de toute violence discriminante, ben, c'est souvent les mêmes et enfin voilà, les causes sont toujours, enfin voilà, se recroisent. Donc du coup, pour la citation, c'est il existe des femmes qui ont tué pour ne pas mourir, des femmes qui ont tué pour obtenir la justice que le système judiciaire bourgeois, blanc et patriarcal leur refuse. Je ne dis pas que cela est bien, je ne dis pas que cela est mal, je dis que cela est et sera. Je dis que nier ces faits, c'est cacher une partie de notre histoire. Effacer les histoires de ces femmes revient à les silencier une fois de plus. Et du coup, j'ajouterais que bah, simplement, enfin, comme Act Up le dit si bien, le silence est un assassin et c'est essentiel de pouvoir communiquer tout simplement. Mais oui, Ouais, bah oui, oui. à 200%, hein. Juste 2 secondes et après je te laisse la parole, Sébastien. Mais ça, c'est sur le militantisme et en l'occurrence le militantisme 2.0. Moi, j'ai souvent tendance à dire quand on m'interroge là-dessus que déjà d'un, c'est pluriel et que comment dire, mettre dans des carcans des militants avec tout le monde, ça veut absolument rien dire. Je veux dire, tu as des militants qui sont extrêmement pédagogues et on en a besoin. Tu as des militants qui sont beaucoup plus vindicatif, agressif, et on en a besoin en fait, parce qu'à un moment donné, genre stop, à un moment donné, quand t'es face à des insultes, à du harcèlement, etc., et que tu vois que rien ne bouge, bah juste, t'as pas d'autre choix que de crier, t'as pas d'autre choix que d'ouvrir ta gueule et d'être vindicatif et d'être agressif, etc. Et on en a besoin. Et juste pour rappeler quand même que quand on se souvient en fait des opérations d'Act Up, aujourd'hui on est vraiment sur du bisounours, même sur ce qu'on entend dans certains médias où certaines personnalités politiques viennent dire oui c'était violent. Ouais, comparé à avant, ça va, c'était assez tranquillou, hein. Vas-y Sébastien. Ou sinon, vas-y claque. Je crois qu'on a perdu Sébastien. Yes, du coup, je voulais dire que, enfin voilà, quand je dis tout ça, c'est évidemment, je remets pas en cause le fait que, ben, en fait, ressentir de la colère, ressentir de la tristesse, ressentir de la révolte, tous ces sentiments sont légitimes. En vrai, je comprends quand certaines adelphes, genre, arrivent pas à garder leur calme, être pédagogue face à certains propos et comportements. Genre, parce que je sais que des fois, ça peut porter à confusion et qu'on peut, enfin voilà, croire que je suis dans l'injonction à devoir absolument tout le temps devoir être calme et caresser les gens dans le sens du poil. Non, je dis pas ça. Moi-même, il y a des fois où ben j'ai pas forcément la patience et l'énergie, et même si la plupart de mon temps j'essaye d'être dans cette approche-là, il y a des fois j'ai juste envie de tout péter, j'en ai marre. Et enfin c'est pas parce que je suis dans une approche guimauve que je peux pas aussi être dans une approche grenade. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que enfin voilà, par rapport à ces modes de lutte, pendant un temps, j'ai bossé pour un collectif que je ne citerai pas pour, enfin bref, voilà. Et j'avais beaucoup de messages de gens qui se disaient pas légitimes à se sentir militants, militantes et qui complexaient beaucoup là-dessus, parce que sous prétexte de pas pouvoir aller en manif, parce que sous prétexte que pas assez de temps à consacrer, tout ça, ce qui est ultra horrible, je trouve, parce que, enfin, déjà, aller en manif, bah, c'est pas accessible à tout le monde. Enfin, je pense par exemple aux personnes en situation de handicap. Je suis moi-même une personne en situation de handicap. J'arrive à y aller, mais parce que, enfin voilà, j'organise mon énergie en fonction pour et que vraiment c'est toute ma vie et que, enfin bah, voilà, mais c'est pas accessible pour tout le monde. Pareil, je pense pour les personnes, par exemple racisées, pour qui se confronter à la police, eh ben c'est pas les mêmes enjeux que quand t'es blanc. Et en soi, pour moi, les manifs, c'est un espace qui, en fait, permet un peu de faire notification envers la société, c'est-à-dire que quand un manif, c'est un moment en fait où on crie, où on fait du bruit, vraiment au sens premier du terme, où on alerte. Mais en fait, je me sens plus utile, même si c'est très salvateur pour moi d'aller en manif et ça donne vraiment un boost et une énergie qui est incroyable. Ben, je me sens plus utile quand je fais mon travail par mes créations, par mes live Twitch, par ce space par exemple, que quand je vais en manif en vrai, parce que pour moi les manifs ont leur importance, mais genre typiquement par exemple de essayer de faire un travail de déconstruction, d'éducation auprès de ta famille, auprès de tes proches, ben c'est une clé énorme en fait, c'est vraiment super important. Et il y a vraiment une hiérarchisation des modes de lutte, des façons de militer qui est très toxique je trouve, alors qu'encore une fois elles sont complémentaires.
Je suis désolé, j'arrivais pas à remettre mon micro. Non, mais moi, je rejoins complètement tes propos et je pense qu'il faut, oui, il faut dire et redire que nos colères, notre colère, notre indignation, elle est légitime quand on est victime de discrimination systémique, quand on est victime de violence, de harcèlement, de discrimination, qu'on perd des proches à cause de cette homophobie, de cette transphobie, quand il y a des personnes qui sont opérées, mutilées à la naissance sans raison objective et vitale. En fait, cette colère, elle est légitime. On peut pas demander aux activistes de pas être en colère. Et après, oui, bah, toutes ces associations et toutes ces formes sont complémentaires. Et le militantisme de ACT UP a permis aussi à un moment donné à un militantisme plus institutionnel de pouvoir être entendu et de pouvoir faire avancer des revendications. Et on a besoin de toutes ces formes de militantisme sur le terrain, en colère, plus pédagogique, sur les réseaux sociaux. Et c'est que comme ça qu'on peut avancer. Ouais. Effectivement, je pense que ouais, mais je vous rejoins avec ce qui a été dit et peut-être que ce sera une thématique à aborder, le militantisme à notre ère, en fait, en incluant le militantisme de terrain et le militantisme digital. Est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter? Est-ce qu'il y a des réactions? Sinon, je pense qu'on peut peut-être clôturer là, sauf si vous avez d'autres choses à dire, parce que ça fait 2 heures qu'on parle. C'était un premier space. Je suis super content de vous avoir eu. Benoît, Sébastien, Clec et toutes celles qui ont parlé. Il y a eu de très très bonnes remarques et même moi j'ai appris pas mal, donc c'est chouette. Et je pense que c'était aussi le but de ce space, c'était de se vouloir le plus pédagogique possible. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Dites-moi. Est-ce que tu vas refaire ce space et sous quelle régularité et, enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as envie de faire avec ce space? Ouais, bah carrément. Moi, l'idée, ce serait d'avoir une espèce de récurrence toutes les 2-3 semaines. Et pour avoir des spaces assez qualitatifs avec des intervenants qui sont plus ou moins experts sur les sujets ou les thématiques qu'on va aborder. Par exemple, si faire un space sur le militantisme LGBTQIA à l'ère d'aujourd'hui, donc qui comprend du coup des acteurs de terrain, des acteurs institutionnels, des acteurs du digital, mais qui n'ont pas forcément du tout en fait la même manière de procéder. Ça se prépare et ça me plairait pas mal. Mais ouais, en tout cas, LGBT in Space, alors j'avoue que Space, in Space, voilà le petit jeu de mots complètement pourri. Mais carrément, j'aimerais beaucoup, beaucoup refaire ça d'ici 2-3 semaines, le temps de préparer les intervenants, les thématiques. Ça me plairait pas mal en tout cas. Sur ce, les loulous, je pense qu'on va clôturer ici. Merci à tout le monde. Merci Benoît, Seb, Clec, Théo, Lara, Maxime, Nad et toutes celles et ceux qui ont pu parler aujourd'hui. C'était une première ici. Si ça a pu servir à une personne, je m'en réjouis énormément. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit. Et du coup, à très très vite. N'hésitez pas, instant promotionnel, n'hésitez pas à aller suivre le collectif Rien à guérir qui se bat vraiment contre les thérapies de conversion. Et on a vu littéralement aujourd'hui, hier, avec l'affaire Enzo, que ce collectif a tout son sens. N'hésitez pas à aller suivre Sébastien et Amnesty International aussi, qui travaillent énormément pour les droits humains. Clec, artiste, streamer, streameuse. Voilà. Et Stop Homophobie, Yes. si vous avez besoin de conseils ou besoin de parler, besoin d'avocats, etc., parce que vous êtes victime d'LGBTphobie, que ce soit ici ou dans le monde du travail. On n'a pas forcément parlé du monde du travail. Peut-être que ça viendra. Voilà, n'hésitez pas à aller sur Stop Homophobie. Vas-y, Clec. Ouais, je voulais juste dire, parce que je sais que les spaces, il n'y a pas de rediffusion, mais du coup, là, pendant tout le space, j'étais en live sur Twitch. Donc, si jamais les gens veulent rattraper le début, ils pourront le voir sur ma chaîne. Et là, d'ailleurs, on va continuer, je pense, à échanger avec le chat si des gens veulent pouvoir continuer à parler de ce sujet. Yes, complètement. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas de chat dans la enregistrés et fonction. retransmis. Hein. Pardon? J'ai vu des spaces qui ont été enregistrés et retransmis, donc il doit y avoir une fonction dans le space qui permet de le faire. Moi aussi, clairement. Mais le truc, c'est que je trouve pas dans les. Alors peut-être que c'est une fois que le space se termine qu'il est possible du coup de le republier ou je sais pas quoi, mais je le vois pas en fait dans les settings.
Mais je vais regarder tout ça. Ok tout le monde, je clôture là. Merci à tous et toutes et passez une très